Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette interview sur VOA Afrique avec le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Monsieur Félix Tshisekedi, ici à New York. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Marius. Merci énormément, Monsieur le Président, pour le temps que vous nous accordez pour vous poser quelques questions. Il y a quelques jours, 2 jours très exactement, vous avez pris la parole devant la tribune des Nations Unies et parmi les sujets que vous avez abordés, il y a ce sujet de Covid-19. Comment pensez-vous que l'Afrique pourra s'y prendre, surtout en ce qui concerne l'accès aux vaccins qui sont insuffisants pour le continent africain? Oui, vous faites bien de le dire. La mobilisation des fonds nous promise n'est pas au rendez-vous. Au lieu de 200 millions de doses prévues, nous sommes à peu près autour de 30 millions, un peu moins ou un peu plus. Et cela est un véritable problème. Nous devons davantage sensibiliser les partenaires et ici, il y a l'idée de puiser dans les droits de tirage spéciaux qui ont été décaissés pour l'ordre de 650 milliards pour relancer les économies. Il y a l'idée d'en prendre pour justement financer l'achat de vaccins. Mais je pense aussi qu'avec le transfert de technologies, de brevets qui va nous permettre de fabriquer des vaccins sur le continent, et je suis d'autant plus rassuré que les États-Unis d'Amérique se sont impliqués aussi dans ce schéma. Ça m'a été confirmé tout à l'heure par le secrétaire d'État. Et donc, je dirais, cela aussi peut consister en une solution à trouver pour vacciner le plus grand nombre en Afrique. Et ici, c'est peut-être l'occasion de dire au reste du monde que ce serait dangereux d'ignorer l'Afrique dans le processus de vaccination parce que, selon les scientifiques, selon les experts, cela peut causer encore l'apparition d'autres variants qui seraient beaucoup plus virulents et qui ne seraient peut-être pas résistants aux vaccins déjà administrés ailleurs dans le monde. Donc c'est un problème de la planète tout entière. Nous devons tous nous prémunir. Un autre sujet sur lequel vous êtes revenu, qui est un enjeu planétaire aujourd'hui, c'est le changement climatique. En tant que président de l'Union africaine, quel rôle pensez-vous que l'Afrique doit jouer par rapport contre le changement climatique? Bon, pour moi, l'Afrique a des atouts qui peuvent constituer une partie ou la solution, en tout cas, à ce problème. J'en veux pour preuve le bassin du Congo, le massif forestier, avec son massif forestier qui est le deuxième poumon du monde après celui de l'Amazonie. Et dans la forêt équatoriale, nous avons les tourbières qui sont ce véritable magasin du carbone qui contribue au gaz à l'effet de serre. Et donc je pense qu'en faisant des efforts pour soutenir l'Afrique dans ce sens, parce que l'Afrique, malgré cela, est le continent qui subit le plus de conséquences néfastes du réchauffement climatique. Les gens ne le savent pas assez, et pourtant nous avons ces atouts. Donc il faut attirer les regards du monde sur ce qui se passe en Afrique. On doit payer l'Afrique pour les atouts qu'il a à contribuer à ce combat contre le réchauffement climatique, et cela n'est plus à démontrer. La lutte contre le terrorisme est également un sujet que vous avez abordé, Monsieur le Président, qui est devenu un thème récurrent en Afrique. Et cette hypothèse est même évoquée dans la situation qui prévaut actuellement à l'est de votre pays, la République démocratique du Congo. Quelle est l'approche de l'Union africaine sur cette question? Y a-t-il des mesures militaires ou sécuritaires concrètes pour lutter contre ce phénomène sur le continent? La première mesure, c'est d'abord de renforcer les capacités de nos forces de sécurité. Et là, j'appuie totalement cette idée qui est en train de faire son chemin, mais qui n'a pas encore pris
vraiment l'allure nécessaire et qui est défendu d'ailleurs par un des dignes fils de l'Afrique, Akin Adesina, pour ne pas le citer, le président de la Banque africaine de développement, qui consiste à créer des fonds d'investissement pour le renforcement de notre sécurité. Désormais, la sécurité doit aussi faire partie des investissements parce qu'il n'y a pas de réponse autre que l'efficacité, que la force vis-à-vis des forces du mal, des forces terroristes. Et ici, j'aimerais aussi attirer l'attention de nos partenaires traditionnels, l'Europe en particulier, pour dire par exemple qu'aujourd'hui, le terrorisme qui sévit dans le Sahel, c'est la conséquence d'une décision européenne et américaine. C'était celle de défaire le régime Kadhafi. Et à cause de cela, ça s'est déversé sur toute la région. Et aujourd'hui, c'est devenu récurrent. Donc il y a un devoir, merci déjà à la France de prendre les devants, mais il n'y a pas que la France qui doit venir. Il y a eu une décision collective et j'ai eu l'occasion de le dire à tous mes interlocuteurs occidentaux, c'est le moment de venir nous soutenir. Parce que le terrorisme, c'est une gangrène. Quand on ne la soigne pas, elle s'étend. Et après l'Afrique, et il ne faut pas oublier qu'en Afrique, nous avons des ressources naturelles qui peuvent servir d'occasion de financement, de moyens de financement aux groupes terroristes. Et s'ils prennent de l'ampleur, ces groupes, en Afrique, cela risque de s'étendre et de causer des dégâts ailleurs dans le monde. Donc on ne voit pas ce phénomène comme un phénomène unique à l'Afrique. Le terrorisme a déjà sévi au cœur de l'Europe, le terrorisme a déjà sévi au cœur de l'Amérique, en Asie également. Donc c'est l'affaire de tout le monde. C'est une gangrène, je le répète, qu'il faut absolument et avec méthode éradiquer complètement de la surface de la Terre. Et l'Afrique ne connaît pas seulement un problème avec le terrorisme, il y a également la démocratie, dont on peut dire qu'il est en péril, Monsieur le Président, en Afrique, durant votre mandat en tant que président de l'Union africaine. On a l'impression que la démocratie régresse en Afrique, avec des coups d'État, des exemples du Mali. J'espère que vous n'allez pas attribuer ça à mon mandat. C'est juste un concours de circonstances. D'abord, il faut dire que ce sont des cas isolés. Hein. L'Afrique, en général, évolue bien. On voit récemment en Zambie, nous avons été salués l'investiture du nouveau président. Donc, la démocratie devient une réalité en Afrique. C'est très bien, c'est tant mieux. Mais évidemment, il y a ces deux cas que vous évoquez qui sont malheureux. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il y a 2 jours, il y a eu une tentative de coup d'État au Soudan. Bien sûr. C'est pour ça que c'est à condamner absolument, parce que ça risque de devenir une habitude. Je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, il ne faut pas avoir de la considération pour ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a aussi un problème, il y a encore des problèmes de gouvernance en Afrique. C'est possible, on peut critiquer la gestion ci et là de tel ou tel autre dirigeant, c'est possible. Mais est-ce que la solution, c'est le coup d'État? Parce que lorsqu'on arrive à la tête d'un pays par ses propres efforts, donc par un coup d'État, on a le sentiment de ne devoir aucune explication, aucun compte à rendre à personne. Et c'est ça le danger. Les pouvoirs forts, c'est ça l'inconvénient de leur émergence. Voilà pourquoi, si nous voulons que l'Afrique devienne compétitive, que l'Afrique devienne attirante, nous devons absolument éradiquer ce genre d'accession au pouvoir. Ça doit se faire par les urnes, et il n'y a que la légitimité populaire qui doit être notre priorité en Afrique. Monsieur le Président, revenons dans votre pays, la République démocratique du Congo. Quelques semaines après la mise en place du gouvernement Sama Lukonde, vous avez décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Comment évaluez-vous les opérations militaires actuelles? Est-ce que l'on peut espérer un retour à la paix durable une fois pour toutes dans cette partie du pays avant la fin de votre premier mandat, Monsieur le Président? Bien sûr, c'est mon vœu le plus cher. Mais permettez-moi d'abord de vous dire que l'état de siège, c'est quelque chose de tout à fait légal.
c'est prévu dans notre Constitution, l'article 85, c'est prévu de décréter un état de siège lorsque la situation l'exige. Et ici, la situation l'exigeait. Et depuis que nous l'avons décrété, cet état de siège, les choses vont plutôt bien. Nous enregistrons beaucoup de redditions des groupes armés. Là, nous venons de lancer d'ailleurs le processus, le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilité, le DDRCS, qui va, dès qu'il aura pris l'envol optimal, encore encourager ces redditions des groupes armés. Parce que ces groupes armés, en fait, sont communautaires. C'est quelque part des jeunes gens, désœuvrés pour la plupart, chômeurs, etc., qui se sont dit, bon, on va défendre la communauté parce qu'il y a un danger dans le pays, il n'y a pas d'autorité de l'État. Et donc, ils ont pris le chemin de l'aventure. Donc aujourd'hui, beaucoup sont raisonnables, beaucoup demandent à sortir, et il faut leur offrir des débouchés. Et c'est ce que le programme des DRCS va s'atteler à faire. Donc, d'offrir cette solution et encourager la sortie. Et bien entendu, il va nous rester donc le fameux résidu, le noyau dur constitué par les fameuses ADF, ces forces islamistes terroristes qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas d'idéal. Leur problème, c'est la violence, le meurtre, l'horreur, la terreur. Donc cela, il faut leur opposer la force. Et ça a déjà commencé. Ils ont été délogés de tous leurs bastions. Et donc, c'est pour ça qu'ils entreprennent maintenant en fait, c'est tactique ce qu'ils font. Ils vont dans des villages. Ils savent que le Congo est très grand. C'est très difficile d'y déployer à chaque mètre un soldat. Et donc, ils essayent d'opérer comme ça de manière éparse dans certains villages éloignés en commettant des massacres pour obtenir évidemment que nos forces dégarnissent les fronts qu'ils ont conquis et ainsi leur permettre de revenir reprendre leur bastion. Mais cette fois, je dis, ce n'est pas imaginable. Nous allons continuer jusqu'à l'éradication totale de ces forces. Et entre-temps, nous tendrons la main aux groupes armés locaux, nos compatriotes qui ont pris le chemin de la perdition à un moment donné, à qui nous offrirons une alternance à leur vie actuelle, une alternance intéressante et crédible. Je parlais d'alternative, pas alternance. Je vous en prie, Monsieur le Président. Dans votre discours, vous avez dit ceci, je vous cite, « Je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages, ce qui contribuera davantage à l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques prévues en 2023. » Qu'adviendrait-il, Monsieur le Président, si malgré tous vos efforts, cela n'arrive pas? Donc, y aurait-il pas élection en 2023? Non, pas du tout. Nous essaierons, dans la mesure du possible, d'organiser les élections. Les élections doivent avoir lieu. Il y va même de la légitimité de mon propre pouvoir. Donc, je ne peux pas souhaiter, à un moment donné, aller comme ça à volo, sans que je sois soutenu par une légitimité populaire et à travers des urnes. C'est pas imaginable. Et en son temps, d'ailleurs, nous avions aussi condamné ce genre de choses lorsque c'est arrivé dans notre pays. Donc, il faut rester logique. Nous devons avoir les élections. Je ne veux pas imaginer ce scénario catastrophe parce que moi, j'ai toujours été optimiste de nature. Je crois en les efforts que nous faisons. Je crois en la solidarité régionale et internationale. Je pense que nos forces armées vont réussir à imposer la paix, quoi qu'il en coûte. Et ça doit être notre vœu à tous. Parce que, bon, ça aussi, c'est un problème. L'individu Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo pour être soutenu par les Congolaises et les Congolais. Donc on ne doit pas regarder cette affaire comme l'affaire de l'individu Félix Tshisekedi, mais comme celle
à travers cet individu, celle de l'État, de la nation congolaise tout entière. Vous êtes une institution, Monsieur le Président, c'est vous bien qui... sûr, bien sûr, mais sans l'appui populaire, sans l'appui de mes compatriotes, cette institution, elle se vide de sa substance. Donc, ça doit être l'affaire de tous les Congolais. Or, qu'est-ce qu'on constate avec tristesse? C'est qu'il y a comme une certaine frange de nos compatriotes qui souhaitent l'échec de l'état de siège, alors que ça doit être notre affaire à tous. Ça fait 20 ans que ce conflit perdure. 20 ans. Et il n'y a pas eu de solution. Et là, on essaye quelque chose d'innovant et on croit que ça va être efficace. Parce qu'en même temps, on va nettoyer les écuries, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans les armées, l'extirper de tous les mauvais éléments. Il y en a très peu, Dieu merci. La majeure partie de nos troupes, il faut le savoir, ce sont de braves militaires qui vont au combat sans rien demander. Et ils mettent leur vie comme ça en danger pour nous, pour notre sécurité, notre stabilité. Donc pour ça, moi j'ai décidé de me jeter à l'eau avec eux et j'invite tous nos compatriotes de taire nos divergences et de venir d'abord débarrasser le pays de cette gangrène. Ensuite, nous retournerons à nos divergences politiques et autres, chose tout à fait normale en démocratie. Mais là, il faut se liguer. Il ne faut pas qu'on voit des Congolais qui soient en train de dire « oui, ben, l'état de siège, il faut arrêter ». Mais non, l'état de siège, c'est un moyen qui nous permet d'accentuer la pression, et on le voit sur les agresseurs. Et ça, c'est à encourager et non pas à décourager. Est-ce que, si je vous ai compris, Monsieur le Président, vous voulez dire que l'état de siège va continuer aussi longtemps qu'il n'y aura pas de paix à l'est de la RDC? En tout cas, je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Et je vous dis qu'il y a des avancées. Donc ces avancées peuvent s'accélérer même dans les semaines et les mois à venir, parce que nous n'allons pas rester bras croisés. Nous travaillons à renforcer cet état de siège. La seule chose sur laquelle je suis intransigeant, c'est celle du respect des droits et des libertés des gens. Il ne faut pas que cette administration militaire qui est là aujourd'hui se comporte en militaire avec les paisibles citoyens. Les massacreurs, les assassins, les agresseurs, ce sont les groupes armés, ce n'est pas nos compatriotes. Ça, j'ai insisté, les gouverneurs le savent. Je serai impitoyable avec ceux qui vont brimer nos concitoyens. Pensez-vous, Monsieur le Président, que la RDC sera en mesure d'organiser ces élections justement dans les délais constitutionnels avec toute l'impasse qu'il y a en ce moment dans le processus de désignation du président de la CENI? Bien, oui, vous faites bien de le souligner. C'est peut-être une occasion ici de lancer un appel aux confessions religieuses finalement de se mettre en ordre. Parce que les politiques, c'est nous. Ce n'est pas eux les politiques. Pourquoi est-ce que ça coince à ce niveau-là? C'est nous les politiques. On comprendrait si ça se passait entre nous. Or, les politiques sont prêts. Et récemment, à l'occasion de mon dernier séjour à Lubumbashi, avant de venir à New York, j'ai reçu le président de l'Assemblée nationale et je lui ai donné des instructions claires là-dessus. Si ça continue de coincer dans les confessions religieuses, ben qu'on interroge l'Assemblée nationale. C'est elle qui définira la marche à suivre. Si elle rejette également ou elle se bloque également, alors là, ce serait un problème. Si elle rejette, on recommencera le processus. Mais j'en appelle au bon sens de tout le monde. Nous avons un processus électoral à respecter, des élections à organiser dans les délais. Donc, que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes le moment venu. Mais pour le moment, je ne peux rien faire. Il s'agit d'un débat au sein des confessions religieuses. À moins de devenir aussi religieux pour y prendre part, ce qui n'est pas le cas. Mais Monsieur le Président, la CENCO et l'ECC demandent justement à vous rencontrer pour jouer votre rôle d'arbitre. Je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés, mais j'ai refusé leur invitation. Vous vous imaginez, il y a 6 contre 2. Quelle position puis-je prendre là-dedans? Si je dis, OK, on retire, comme disent les 2 qui sont minoritaires, les 6 autres le prendront très mal. Si je dis, on impose, puisqu'il y en a 6 contre 2, les 2 autres le prendront mal. Et ce n'est pas une affaire des politiques, c'est une affaire, je le redis encore, des confessions religieuses. Donc ce n'est pas mon affaire. Et vous savez déjà qu'avant cela, on citait à tort des conseillers autour de moi qui auraient influencé, qui
qui aurait menacé celui-là. J'ai checké autour de moi, je n'ai rien vu de tel. J'ai demandé des preuves, des noms, je n'ai rien entendu. Donc je préfère ne pas me mouiller dans ces affaires-là. C'est très dangereux, c'est très délicat. Nous avons affaire à des hommes, oui, parce qu'il n'y a pas de femmes là-dedans, jusque-là. Hein. Nous avons affaire à des hommes sérieux, des hommes d'expérience, qui, je suppose, aiment leur pays comme moi je l'aime. J'espère qu'ils trouveront la solution. Vous avez fait de la lutte contre la corruption, Monsieur le Président, votre cheval de bataille, comme vous l'avez souvent répété. Sous votre mandat, on assiste à des interpellations et arrestations, très souvent, des responsables politiques qui ont versé dans la corruption et le détournement. Mais toutes ces actions, au-delà de l'effet dissuasif qu'elles pourraient avoir, ont-elles déjà permis à la RDC, votre pays, de récupérer des millions de dollars détournés? Bon, dans ce que vous dites, il y a... J'allais dire, il y a du bon et du moins bon. La lutte contre la corruption, ça, je l'ai engagé, je ne reculerai pas. C'est quelque chose que je condamne, que je déplore depuis longtemps, avant même d'être aux affaires, parce que j'ai vu comment notre pays est allé en dégringolant à cause de ça. J'ai vu comment nos valeurs ont été inversées. J'ai vu comment notre éducation a été rabaissée complètement. Le niveau de notre éducation qui était un des meilleurs en Afrique. On avait des tas d'étudiants qui venaient de partout pour étudier en République démocratique du Congo. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Donc tout ça, c'est la corruption qui a fini par miner. La corruption a empêché à l'État de mobiliser suffisamment de moyens pour encadrer ses enseignants, pour encadrer ses fonctionnaires, bien les rémunérer, pour encadrer ses juges, ses magistrats, pour qu'ils disent le droit, qu'ils protègent l'autorité de l'État et renforcent l'État de droit. Donc tout ça, c'est la corruption qui en est à la base. Donc il fallait la combattre. Je crois que personne ne peut me contredire là-dessus. En revanche, la manière dont ce combat s'est fait, c'est ça qui pose problème. Il faut pas oublier que nous avons affaire à des Congolais qui ont vécu au Congo, qui ont aussi été victimes ou peut-être acteurs de cette corruption. Donc cette corruption qui est devenue une seconde nature quelque part au Congo. Donc c'est sur eux qu'il faut compter parce que je ne vais pas faire venir des étrangers pour faire le travail à notre place. Et j'ai lancé un appel au début de mon mandat pour que les compatriotes vivant à l'extérieur reviennent, mais ce n'est pas une garantie non plus. Même à l'extérieur, on trouve des gens à l'esprit corrompu aussi. Donc, ce n'est pas... Et surtout, le contexte, quand ils vont arriver, est-ce qu'ils auront suffisamment de recul pour ne pas se lancer aussi là-dedans? Donc ça, c'est une question. Donc il faut... Et c'est ça la difficulté que j'ai, c'est de travailler et de trouver les gens qui vont vraiment mettre le cœur à l'ouvrage pour nous aider à éradiquer ça. C'est pour ça que je peux dire, malheureusement, nous n'avons pas encore récupéré le produit de cette corruption, mais le côté positif quand même, c'est qu'il y a maintenant de la dissuasion. Aujourd'hui, avant d'user de corruption ou de mégestion, de détournement, on y réfléchit à plusieurs reprises. Et on le voit, les recettes de l'État augmentent. Et donc, nous allons pouvoir ainsi créer de la richesse, des emplois et booster notre pays. Mais c'est quelque chose qui prendra du temps, malheureusement. Il ne faut pas penser que c'est du jour au lendemain. C'est un peu comme avec l'état de siège. C'est pas parce qu'on l'a décrété un certain 3 mai qu'aujourd'hui, 5 mois après, tout doit marcher comme sur des roulettes. C'est pas vrai. Ce sont des mesures qui viennent d'arriver alors que le pays est englué dans ce fonctionnement depuis des décennies. Donc il faut du temps, il faut de la patience, mais surtout de la détermination et de la persévérance. Monsieur le Président, peut-être une dernière question. Quelle est votre position sur cette proposition de loi dite Tchiani qui divise les politiques, selon laquelle il faut désormais réserver la présidence de la République aux seuls Congolais de père et de mère?
Bon, d'abord, je commence par dire que Tchani, c'est un Congolais, jusqu'à preuve du contraire. C'est un Congolais qui a le droit de penser ce qui est bon pour son pays, selon lui. C'est son droit. Donc on ne va pas ici faire le procès de Tchani parce que nous voulons qu'il y ait la démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour la petite histoire, je parlais avec un officiel belge pour lui dire, mais vous savez que chez vous, par exemple en Belgique, il y a des gens qui disent tout haut qu'ils sont contre la royauté. On ne les met pas en prison, on ne les fait pas taire. Mais est-ce que la royauté s'en va pour autant, elle change pour autant? Non. Le roi est là et il est bien là. C'est la même chose. Alors maintenant, puisque vous demandez mon avis, moi je fais simplement un constat. Je ne vais pas donner mon avis, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique que cette loi, enfin cette proposition de loi même a suscité. Mais je dirais simplement, est-ce que être Congolais de père et de mère suffit à garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère, des autres Congolais, de nos compatriotes, de père et de mère ou d'un père, d'une mère, voilà. Donc, est-ce que cela suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale, fidèle, et ses compatriotes de manière convenable? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'histoire, même la plus récente de notre pays, nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays. Donc c'est pas un critère. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est pas un critère. Ceux qui pensent que c'est un critère, c'est à eux d'argumenter. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir... Merci Marius. C'était la première fois, mais aussi un plaisir de voir un compatriote qui évolue, qui fait la fierté de notre pays sous d'autres cieux. Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite bon vent et que Dieu vous accompagne toujours. Merci, Monsieur le Président. Merci.